Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Il y a quelques semaines, Thierry Stern, le patron de Patek Philippe, annonçait l'arrêt de la production de la Nautilus référence 5711, et il y a quelques jours, c'était au tour du patron d'Audemars Piguet d'annoncer l'arrêt de la Royal Oak 15202 en acier. Ce week-end, je déjeunais avec un ami qui m'a questionné sur le sujet, en me demandant quels seraient d'après moi les impacts de ces décisions. C'était une longue discussion et je me suis dit que je pourrais également partager ma réflexion ici avec vous. Alors c'est vrai que cela peut paraître contre-intuitif de porter un coup d'arrêt à son modèle phare, mais en y regardant de plus près, il y a des choses intéressantes à analyser, à la fois pour ces modèles, mais de façon plus intéressante encore pour l'industrie horlogère. Alors tout le monde parle du prix de ces pièces sur le marché secondaire. Quand on entend parler de Royal Oak, de Nautilus, très souvent et malheureusement aussi, c'est pour parler argent, valeur, investissement, et moins des pièces en elles-mêmes. Et alors ça va avoir un effet particulier parce que c'est vrai que ces pièces-là, si vous les achetez en boutique, mettons autour des 30 000 euros, vous pouvez les revendre plus cher. Et alors pour une montre qui serait vendue 30 000 euros et qui se revendrait, je dis n'importe quoi, 50 000, bah forcément ça va intéresser des personnes. Si on vous dit que voilà, vous achetez quelque chose 30 et que vous en récupérez tout de suite après 50, sans rien faire entre guillemets, ça va évidemment intéresser du monde. Et ce qui va se passer avec quand on dit ces choses-là, c'est que d'autres personnes vont dire bah moi aussi je veux me faire 20 000 comme ça sans rien faire. Et au lieu de se revendre 50 000, la demande va continuer à augmenter, ce qui fait que les montres vont se vendre à 60, 70, etc. Et ça va alimenter un cercle vicieux, puisque de plus en plus de personnes seront intéressées pour faire une espèce de culbute comme ça, sans juste en revendant la montre tout simplement. Ça va faire de plus en plus les gros titres, et on va alimenter ce cercle vicieux, inextricable. Alors, une des raisons qui était souvent invoquée, c'était de dire, bah voilà, le fait d'interrompre ça, d'interrompre les pièces, ça va mettre un coup d'arrêt à cette pratique-là. Alors oui et non, dans la mesure où, dès que ces annonces ont été faites, tout de suite, la cote de ces montres-là a explosé. C'est normal parce que, les montres de fait devenaient plus rares. Donc ça augmente le prix, mais d'un autre côté, ça augmente le prix juste pour le parc des pièces qui ont été déjà produites ou qui vont l'être dans les quelques mois qui suivent maintenant d'ici à l'arrêt de la production, mais ça ferme la discussion pour les montres futures puisque tout simplement il n'y en aura plus. Donc ça permet de terminer un petit peu cette discussion autour du prix, et le prix va lui-même se tasser un petit peu ou va évoluer dans un sens ou dans l'autre. Ça on le verra dans quelques mois quand le marché aura décidé un petit peu ce qui fait de cette annonce-là, verra s'il y a des nouveautés qui vont prendre le pas ou pas. Mais voilà, au moins on va pouvoir mettre de côté cette question du prix. Mais au-delà du prix, il y a quelque chose qui pour moi est important, c'est cette volonté de ne pas être dépendant d'un seul modèle ou d'une seule gamme. Si on prend par exemple le cas de la Reverso chez Jaeger-LeCoultre, alors c'est évidemment une icône de la marque, mais pendant plein d'années, c'était un modèle qui était un petit peu passé de mode, qui était oublié, et il a fallu les années 90 et l'impulsion du marché italien pour redonner vie, si on veut, à la Reverso et recommencer vraiment une production. C'est pour ça que vous aurez du mal à trouver des Reverso des années 70, par exemple. Ça n'existait tout simplement pas, en tout cas pas à ma connaissance, et clairement pas dans des grands volumes. Et ça montre tout le risque qu'il y a à être dépendant d'un seul modèle. D'ailleurs, ces modèles-ci, lorsqu'ils ont été créés, ils n'étaient pas particulièrement désirés, couronnés de succès, c'était même tout l'inverse, d'où le risque vraiment d'être dépendant d'un seul modèle. Chaque époque a ses modèles phares.
Qui sait ce qui va se passer dans quelques années si jamais la mode n'était plus à ces montres sportives, chic comme ça, tout en acier, avec un bracelet en métal en tout cas. Tout ça, ça peut changer très très rapidement. Il faut pas oublier aussi qu'on parle de montres qui ont une certaine forme un petit peu octogonale comme ça. Enfin, c'est des choix stylistiques assez forts, c'est quelque chose qui peut évidemment varier avec le temps. Je reprends l'exemple de la Reverso qui est une montre rectangulaire. Là aussi, c'est quelque chose de fort. D'après moi, il y a un risque à concentrer toute la demande de sa clientèle sur un modèle aussi distinctif qui peut tout simplement ne plus être aussi recherché à l'avenir. Il y a aussi cette volonté justement de pouvoir finalement déporter l'attention de ces modèles-là sur l'ensemble du catalogue. Ces marques-là sont des marques qui existent depuis des siècles, elles ont plein de références et finalement elles ont envie que tout leur catalogue soit sous le feu des projecteurs et qu'il n'y ait pas juste un seul modèle qui prenne le pas. Le problème quand on a un seul modèle qui va prendre le pas comme ça, c'est que ce modèle va se revendre beaucoup plus cher. Et les clients vont avoir la même attente avec l'ensemble du catalogue, or tout simplement la demande n'est pas la même. Et s'ils se rendent compte que un modèle peut se revendre beaucoup plus cher mais que les autres perdent même de la valeur, par exemple, là ça peut avoir un effet déceptif. Et en fait, une anomalie qui est qu'une montre prenne autant de valeur aussi vite, se transforme en généralité, en tout cas le client souhaite que ça se transforme en généralité pour tout ce qu'il va acheter, et on va se retrouver dans une situation qui est difficilement tenable. Donc on a tout intérêt justement à répartir la demande, l'intérêt sur l'ensemble du catalogue pour qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Il y a finalement peu de marques qui ont réussi à créer un petit peu, à vivre avec peu de modèles, ou en tout cas moins de variations en termes de style. Je m'explique. Quand on a un seul modèle, ça peut être compliqué de l'animer, de le faire vivre. Je pense par exemple à toutes les déclinaisons de la Royal Oak. On a ce risque là, si un jour cette forme ne parle plus, ne rencontre plus son public, d'être un petit peu coincé. Il y a deux marques, je pense, comme ça, qui eux y ont assez bien réussi, mais on verra que c'est un petit peu différent. La première, ça serait Panerai, qui a finalement deux boîtes, deux formes de boîtes, la forme Luminor, la forme Radiomir. Mais là aussi, on voit que pour continuer de trouver son clientèle, sa clientèle, c'est une marque qui est obligée de se réinventer, de proposer plein de complications différentes, des couleurs différentes, etc. Ils sont obligés de se réinventer. Un autre exemple, c'est Rolex qui, eux, ont réussi finalement avec assez peu de boîtiers différents d'avoir une collection qui est très riche, mais je pense par exemple à la boîte Oyster qu'on retrouve dans la Datejust, qui a une forme similaire de la Day-Date, ou je pense à la boîte de la Submariner, qui est assez similaire avec celle d'une Sea Dweller, avec celle d'une Yachtmaster, avec celle d'une GMT. Mais là, ils ont réussi vraiment, c'est aussi toute la force, je dirais, d'une marque comme Rolex, c'est d'avoir réussi finalement avec des modèles assez similaires, d'en faire des modèles avec des identités très fortes, voire même distinctes. Et pour quelqu'un qui est intéressé par Rolex, une GMT n'a rien à voir avec une Submariner, alors qu'esthétiquement, finalement, ce sont des montres assez proches. On notera aussi que pour Rolex, on est sur des modèles avec des formes rondes et quelque chose d'un petit peu plus standard, passe-partout, qui a moins de chances malgré tout de passer de mode. Je reviens sur les montres qui sont hyper demandées. Il y a quand même aussi un problème à devoir dire non à ses clients. C'est-à-dire que comme ces modèles sont tellement demandés, l'offre ne suit pas, la demande est bien supérieure et on se retrouve à devoir dire non toute la journée à des clients. Tout le monde a fait l'expérience d'aller, je parlais de Rolex chez un revendeur qui vend Rolex. Si vous attendez 10 minutes le temps d'être servi et que vous laissez traîner un petit peu l'oreille et vous entendez ce qui se dit à côté, ça sera toujours la même chose. Des gens qui vont demander tel modèle et finalement le modèle n'est pas disponible et ça crée énormément de
de frustration. Chez le client, évidemment, qui peut pas avoir la montre qu'il convoite, et même chez la marque qui, c'est un petit peu un paradoxe pour une marque qui fait de la vente. On est dans une boutique qui est un lieu de vente, de devoir dire non, je ne vais pas faire de la vente. D'où l'intérêt là aussi de lisser l'ensemble de sa production, de sa demande sur toutes les pièces de son catalogue, parce qu'on aura plus de chances de pouvoir proposer un produit à un client, et de cette fois-ci pouvoir lui dire oui et de pouvoir concrétiser la vente. Ces pièces-là, finalement, les vendre, c'est devenu un problème. C'est devenu un problème parce que une marque ne veut pas la vendre à quelqu'un qui va la revendre tout de suite après et faire un bénéfice sur le dos de la marque. Finalement, ça va pas bénéficier la marque parce que cet argent ne va pas rentrer dans la marque et ça va alimenter ce marché parallèle, cette frustration et ces montres qui finalement ne sont plus au poignet des gens qui apprécient les montres, mais au poignet de gens qui, enfin pas au poignet, dans le coffre de personnes qui essayent de faire des plus-values dessus. Et donc finalement, on se retrouve avec des montres qui ne sont plus portées, qui ne sont plus presque appréciées d'une certaine manière. Et c'est pas l'intérêt de la marque. Donc les marques vont essayer de les vendre justement à des personnes qui les apprécient vraiment, qui veulent les porter, etc. Mais c'est devenu très dur de savoir finalement, de connaître suffisamment son client pour s'assurer que le client va vraiment la porter, veut vraiment la garder pour lui, ne va pas la revendre juste après. Et voilà, encore une fois, c'est un problème. Le vendeur maintenant, au lieu de vendre des produits comme il avait l'habitude de le faire il y a quelques années, finalement il doit presque faire passer un casting pour savoir à qui il la vend, et si malheur il la vend auprès de quelqu'un qui va lui la revendre, bah ça va être presque une faute qui va être opposée au vendeur. Puis il y a aussi toutes ces histoires, on en a vu là dans l'actualité, des histoires là où c'est clairement des fautes professionnelles, où ça fait des dessous de table, des vendeurs qui vont revendre les produits, etc. de façon un petit peu pour le moins discutable, et ça crée évidemment un problème. Alors comment obtenir ces pièces ? J'ai déjà expliqué un petit peu là quelques pistes, mais j'ai surtout fait un épisode du podcast entièrement dédié à cette question-là. Je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. C'était l'épisode numéro 8. Alors une autre question qui peut se poser, c'est mais alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas produire plus de montres ? Et là je dirais qu'il y a deux réponses. Il y a une réponse, on va dire un petit peu pratique, et puis une autre un petit peu plus en termes d'image. La réponse pratique, c'est de dire, pour ces produits-là, ils sont quand même produits à la main, il y a des finitions faites à la main, etc. Il y a un certain niveau de qualité qui forcément se perdrait ou risquerait de se perdre si on augmentait les quantités. C'est ce fameux triangle coût, quantité, et puis durée, c'est-à-dire que si on veut faire quelque chose qui prend peu de temps, bah forcément ça aura un impact soit sur le coût, soit sur la qualité. Et donc là, si voilà on augmente les volumes de production, ça aura un impact effectivement sur la qualité. Et puis il faut pas oublier que ça reste une industrie du luxe, et le luxe est aussi basé, au-delà de la qualité, aussi cette notion d'exclusivité. Donc, sans dire que les marques entretiennent une espèce de fausse rareté, c'est pas dans leur intérêt non plus. Il faut se mettre aussi à la place de la marque, de surproduire un modèle, de produire encore plus, et d'arriver à un moment où on aurait plus d'offres que de demandes. Si on arriverait dans ce cas-là, on aurait un produit qui perdrait de la valeur, et ce n'est pas bon d'un point de vue purement business pour la marque. Donc sans parler de fausses raretés, etc. C'est une décision qui s'entend d'un point de vue business et sur le long terme, et d'un point de vue d'image, de faire attention à ces volumes et de s'assurer qu'il y ait un certain lien entre l'offre et la demande. Bon, ensuite, pour revenir à ces annonces-là, il faut pas oublier que ça reste aussi une opération de communication. Je rappelle que dans le cadre de Patek Philippe, on a eu des interviews qui étaient publiées dans plusieurs journaux, dont le New York Times. Évidemment, quand on publie une interview dans le New York Times, il y a cette volonté de communiquer.
surtout que l'article du New York Times était exclusivement dédié à cette annonce-là, et c'était très intéressant d'entendre évidemment un patron de marque s'expliquer sur ce sujet. Et puis dans le cadre d'Audemars Piguet, c'était, comme je vous disais il y a quelques jours, durant le live qui annonçait toutes les nouveautés, donc là aussi on était dans un exercice de communication. Et alors je me baladais dans Genève là ce week-end, je passais devant la boutique Audemars Piguet, je me suis dit bah tiens, ça serait l'occasion d'aller regarder un petit peu les montres évidemment, puis de poser un petit peu la question directement au vendeur. Et puis alors là la réponse que j'ai eue, c'était de me dire voilà, la référence en elle-même va s'arrêter, mais c'est pas la Royal Oak en acier qui va s'arrêter, elle va juste être refaite vraisemblablement avec un nouveau calibre, etc. Comme ça l'a toujours été un petit peu dans l'histoire de la Royal Oak. Si vous suivez cette référence, là il y a toujours eu des références successives qui se sont succédées les unes après les autres, avec des petits changements au niveau de la taille, des petits changements au niveau du calibre, etc. Et c'est vrai que si on parle du calibre de la 15-202, c'est un calibre qui a plus de 50 ans maintenant et qui pourrait être changé, notamment quand on voit les différents calibres qui ont été sortis à l'occasion de l'annonce de la collection Code 1159. Et finalement, je me demande si c'est pas juste un effet d'annonce finalement, en plus de tout ce que je viens de dire, parce que si on regarde, je reviens à l'exemple de Rolex, on pourrait dire bah tiens la Submariner a été arrêtée, elle a été arrêtée plein de fois, mais tout de suite après remplacée à chaque fois par un modèle, donc elle n'a jamais vraiment été arrêtée, si ce n'est qu'elle a évolué, souvent avec des petits changements de design, des petites améliorations au niveau du calibre, mais le modèle en lui-même n'est pas arrêté. Donc pour moi, il s'agit avant tout d'un exercice de communication, d'une annonce. Ce qui est intéressant, ceci dit, c'est de voir un petit peu tout ce que ça traduit pour une marque, pour l'industrie, au-delà de la marque, et vraiment cette nécessité, je pense, impérieuse pour toutes les marques, quelles qu'elles soient finalement, de réussir à construire une offre produit qui soit intéressante, qui réponde à des besoins variés pour les clients, qui soit complémentaire, qui permettent de grandir aussi dans la marque, parce que une fois qu'on a acheté un modèle, si on veut rester dans la marque, il faut, à moins d'être focalisé sur un seul modèle, mais il faut avoir une certaine richesse dans son catalogue, pouvoir offrir plein de choses différentes pour pouvoir grandir entre guillemets au sein d'une marque. Quoi qu'il en soit, même si ces montres sont définitivement arrêtées, il en restera tellement d'autres à apprécier que c'est pas vraiment un problème d'après moi. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur repetitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.